La douleur a commencé discrètement, comme un murmure lointain, mais s'est vite transformée en cris assourdissants en moi. Je me souviens d'être assis à table, la lumière du matin filtrant par la fenêtre, pendant que Malik, mon fils, jouait avec ses voitures. J'ai essayé de me concentrer sur son rire, son innocence, mais la douleur m'a ramené à la réalité. Après des semaines passées à ignorer les signaux de mon corps, j'ai finalement repris courage et j'ai décidé que j'avais besoin d'aide. La visite à l'hôpital ressemblait à un labyrinthe sans fin, plein de couloirs blancs et de visages inconnus. Lorsque je suis finalement entrée dans le cabinet du docteur Laurent, l'anticipation était mêlée d'anxiété. C'était un grand homme aux cheveux gris qui me regardait avec cette expression que je connaissais bien, un mélange d'indifférence et de dédain. « Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ?» a-t-il demandé sans même me regarder dans les yeux. J'ai hésité, ravalant la réponse que je voulais donner, et j'ai commencé à expliquer la douleur que je ressentais. « Ce ne sont que des douleurs, n'est-ce pas ? La vie en est pleine, l'interrompit-il avec un sourire cynique. Voyons ce que ça peut être. Le sentiment d'être invisible m'a envahi. Comme si ma douleur n'était pas valable, comme si j'étais juste un autre numéro, une autre femme noire dans un système de santé qui ne semblait pas s'en soucier. L'examen a été rapide et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, le docteur Laurent me donnait déjà le diagnostic. Cancer. Nous devons commencer le traitement immédiatement. Les mots résonnaient dans mon esprit comme le tonnerre. L'incrédulité m'envahit et je le regardais, espérant que c'était une blague cruelle. Mais il ne plaisantait pas. En quittant le bureau, les larmes ont commencé à couler sur mon visage. La douleur physique se mêlait à la douleur émotionnelle et je me sentais perdue. J'ai parcouru les couloirs de l'hôpital, sentant les regards des autres patients, l'odeur du désinfectant qui semblait devenir de plus en plus oppressante. Que allais-je dire à Malik ? Comment expliquer que sa mère était malade, que moi, la femme forte qu'il connaissait, j'étais sur le point d'affronter la bataille la plus dure de ma vie. Quand je suis rentrée à la maison, Malik était dans le salon, en train de construire une tour avec ses jouets. Il m'a regardée avec ce sourire pur et mon cœur s'est brisé. « Maman, ça va ?» a-t-il demandé, remarquant mon état. Je n'ai pas pu répondre, je me suis simplement mis à genoux et je l'ai serré fort dans mes bras. « Malik, mon amour, je ne sais pas comment je vais y arriver, murmurai-je en larmes. Il me tenait, ses petits bras s'enroulant autour de mon cou comme s'il voulait protéger sa mère de tout le mal du monde. « Tu es forte, maman. Je vais t'aider, dit-il d'une voix pleine de détermination. À ce moment-là, j'ai réalisé que malgré la douleur et le désespoir, je devais être forte pour lui. Malik méritait une mère qui se battait, qui ne se laissait pas décourager. Mais en même temps, la peur me consumait. L'avenir semblait flou et la seule certitude que j'avais était que cette bataille serait longue et difficile. Après quelques instants de silence, Malik m'a regardé dans les yeux et m'a demandé « Tout ira bien, n'est-ce pas ?» Et même sans connaître la réponse, je lui ai souri. « Oui, mon amour. Je me battrai. Pour nous. » Mais au fond, je savais que la lutte ne se limiterait pas à lutter contre la maladie. Je serais contre un système qui me mépriserait, qui me regarderait avec mépris et indifférence. Et en même temps, ce serait une lutte interne pour trouver une force que je ne savais pas avoir. Cette nuit-là, pendant que Malik dormait, je me suis assis à table et j'ai écrit sur un vieux cahier. Aujourd'hui, le monde s'est effondré autour de moi, mais j'ai toujours Malik. Il est ma lumière, mon espoir. Les mots coulaient à flot et, au milieu de la douleur, j'ai trouvé un fil de courage. Après tout, s'il y avait une chose que je savais, c'était que je devais me battre, pas seulement pour moi, mais surtout pour lui. Les lumières de l'hôpital étaient froides et impersonnelles, reflétant l'état de mon cœur. La chimiothérapie avait commencé et l'odeur des produits chimiques remplissait l'air, rendant tout encore plus oppressant. Je me sentais comme l'ombre de moi-même, marchant dans le couloir aux côtés d'autres femmes qui, comme moi, combattaient quelque chose qui semblait plus grand que nous tous. Leurs yeux, fatigués mais déterminés, m'apportèrent un peu de réconfort. Parfois, nous échangions des mots, des histoires de nos vies, et ainsi, pendant de brefs instants, nous oublions la douleur qui nous unissait. « Bonjour, je m'appelle Amina », ai-je dit à une femme aux cheveux gris, qui attendait avec une expression résignée. « Je m'appelle Clara »,
répondit-elle, son sourire doux mais ses yeux trahissant une lutte interne. Combien de séances avez-vous eu? C'est mon premier, dis-je en essayant de cacher le tremblement de ma voix. Et toi? Je suis troisième. C'est difficile, mais nous devons être forts. Nos familles ont besoin de nous. Oui, Malik avait besoin de moi. La pensée de mon fils m'a toujours motivée. C'est à cause de lui que je me levais chaque matin, même lorsque la douleur devenait insupportable. Le traitement est un cycle d'espoir et de désespoir, et j'ai essayé de tenir le coup, mais il y avait des moments où tout ce que je voulais, c'était crier et pleurer. À chaque séance, je me sentais plus invisible et le mépris du docteur Laurent devenait plus évident. Il semblait plus intéressé à écrire des informations qu'à écouter mes préoccupations. Une fois, après une séance, je l'ai confronté. « Docteur, j'aimerais mieux comprendre mon traitement. Que m'arrive-t-il » Il m'a regardé, comme si j'étais juste une autre affaire dans son presse-papier. « Amina, tu dois faire confiance au processus. Le traitement est rigoureux, mais nécessaire. Maintenant, il faut avancer. » Mais Mes mots furent interrompus par un geste impatient de sa part. « Suivez simplement les instructions et ne vous inquiétez pas des détails inutiles. » J'ai quitté le bureau avec un mélange de colère et d'impuissance. Comment pouvait-il être si indifférent? Le poids de son mépris pesait sur moi comme une pierre. Ce jour-là, je suis rentrée à la maison et je suis allée directement à mon journal. L'écriture a toujours été une forme d'évasion, et désormais c'était mon seul moyen d'exprimer ce que je ressentais. Cher journal, ai-je commencé, les larmes coulant sur mon visage. Aujourd'hui, c'était une autre journée difficile. J'ai l'impression de combattre un mur invisible. Je veux juste comprendre ce qui m'arrive. Et surtout, je veux que Malik sache que je me bats pour lui. Mon plus grand souhait est de le voir grandir, heureux et en bonne santé. Cette nuit-là, pendant que Malik dormait dans sa chambre, j'ai continué à écrire. J'ai si peur. Peur de ne pas être là pour lui, de ne pas pouvoir le voir réaliser ses rêves. Parfois, la douleur est telle que je me demande si je pourrais continuer. Mais ensuite je me souviens de son sourire et cela me donne de la force. Le temps a passé et la chimiothérapie est devenue une partie de moi. Chaque séance était un nouveau défi et j'essayais de rester positive, même lorsque mon corps avait l'impression qu'il réclamait du repos. J'avais l'impression que les femmes autour de moi formaient une sorte de fraternité. Nous avons parlé de nos peurs, de nos espoirs et partagé des rires timides, créant des liens au milieu de la souffrance. « Tu es forte, Amina », m'a dit Clara un jour, alors que nous attendions nos séances. « Ne laissez personne vous faire sentir moins que vous n'êtes réellement. Tu es un guerrier. » Ces paroles ont résonné en moi et j'ai réalisé que je devais y croire. Le combat n'était pas seulement le mien, cela appartenait à nous tous. Et même si le docteur Laurent ne le voyait pas, je savais que ma valeur n'était pas liée à la façon dont il me traitait. J'ai dû me battre, non seulement pour ma vie, mais aussi pour l'avenir de mon fils. À ce moment-là, en regardant les autres femmes, j'ai réalisé que la douleur pouvait nous unir, mais pas nous définir. Et malgré tout, il y avait un fil d'espoir que je ne pouvais pas lâcher. La santé se détériorait plus rapidement que je n'aurais pu l'imaginer. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une ombre de ce que j'étais. Mes cheveux, qui avaient toujours été si fournis et si vibrants, tombaient désormais en mèches fines et molles. Les cernes sous mes yeux étaient profonds et ma peau paraissait plus pâle de jour en jour. Au fond, je savais que je combattais un ennemi invisible, mais je ne pouvais pas laisser cela me définir. Malik, mon cher fils, était toujours à mes côtés, essayant de m'offrir un sourire ou un mot de réconfort. Mais j'ai vu la souffrance dans ses yeux, et elle était plus profonde que n'importe quelle douleur physique que je pouvais ressentir. Ce matin-là, alors que le soleil filtrait ses lumières à travers le rideau, Malik entra dans ma chambre avec un air inquiet. « Maman, tu dois manger quelque chose. »« J'ai préparé du porridge, » dit-il, essayant de cacher sa propre anxiété. J'ai souri, un geste fragile mais toujours un effort pour encourager son cœur. « Merci, mon amour. » « Je vais essayer, » répondis-je, même si je savais que ma faim avait disparu. Malik s'est approché et a placé le bol à côté de moi. J'ai vu ses mains trembler légèrement pendant qu'il faisait cela, et mon cœur s'est brisé lorsque j'ai réalisé le poids que je mettais sur ses petites épaules.
Tu te souviens quand on faisait ça ensemble, dans la cuisine? Je t'ai laissé m'aider à faire le porridge, et tu finissais toujours par en renverser plus que tu n'en mettais dans la poêle, dis-je, essayant d'apporter un peu de joie à ce sombre matin. Oui, maman. Je m'en souviens. Et tu te moquais toujours de moi, même quand je faisais des dégâts, répondit Malik, un sourire timide apparaissant sur son visage. C'était le pouvoir des souvenirs, même au milieu du désespoir. Ils ont apporté un peu de lumière dans l'obscurité. Après quelques semaines de traitement, j'ai été marqué par la douleur et l'inconfort que me causait la chimiothérapie. Les séances sont devenues une partie régulière de ma vie, et chaque visite à l'hôpital était comme un cruel rappel du combat que je menais. Le docteur Laurent, avec sa froideur habituelle, semblait de plus en plus distant. Il ne me regardait pas dans les yeux et ses paroles étaient monotones et désintéressées. C'était comme si j'étais juste un numéro parmi d'autres sur sa feuille de calcul. Une fois, lors d'une consultation, je n'arrivais plus à me contenir. « Docteur Laurent, j'ai besoin que vous me traitiez comme une personne. Je ne suis pas qu'un diagnostic ou un cas à résoudre. Ce qui m'arrive est réel et je mérite d'être entendu. » Ma voix était plus forte que prévu. Il s'est arrêté et pendant un instant, j'ai vu une ombre de surprise sur son visage. Mais cela s'est vite transformé en irritation. « Dame Amina, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de vous. Il y a beaucoup d'autres patients à voir, répondit-il, la voix pleine de dédain. J'étais sans voix, sentant l'impuissance m'envelopper comme un lourd manteau. J'ai quitté le bureau le cœur brisé, sachant qu'une fois de plus, je n'avais pas été entendu. Les nuits sont devenues les moments les plus difficiles. L'insomnie me consumait et les ombres dansaient autour de moi, me rappelant des souvenirs que j'essayais d'oublier. Malik était toujours à mes côtés, même quand je lui disais qu'il pouvait aller jouer ou être avec ses amis. « Maman, je ne veux pas te laisser seule », a-t-il insisté, et je n'ai pas eu la force d'argumenter. Une de ces nuits, alors que la douleur me consumait, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à mon fils. « Malik, tu te souviens de l'histoire de mon enfance, de la façon dont je rêvais d'être artiste? J'ai toujours voulu peindre le ciel et les fleurs, transformer le monde avec la couleur, ai-je commencé, la voix tremblante. Mais au fil des années, ces rêves se sont perdus. Aujourd'hui, avec tout cela, j'ai peur de ne plus jamais pouvoir les réaliser. » Il m'a regardé avec une lueur triste dans les yeux. « Maman, tu peux toujours faire ça. Je sais que tu es forte. Et si tu ne peux pas, je peindrai pour toi, » a-t-il répondu, et ces mots ont touché mon cœur. Je voulais croire qu'il y aurait un lendemain, mais l'incertitude planait sur moi comme un nuage noir. À ce moment-là, j'ai réalisé que quoi qu'il arrive, Malik serait toujours mon plus grand héritage. Il était la couleur de ma vie, l'espoir au milieu du désespoir, et je devais me battre non seulement pour moi-même, mais aussi pour lui, pour notre avenir. Les larmes coulaient sur mon visage, mais en même temps, la détermination montait en moi. Je n'abandonnerai pas. Chaque jour qui passait, je me sentais plus isolée. Le traitement a épuisé mon corps, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est la sensation d'être seule au milieu d'une foule. L'hôpital, qui était censé être un lieu de guérison, est devenu un labyrinthe où j'errais perdu, étouffé par le regard indifférent du docteur Laurent et la froideur du système de santé qui ne semblait pas avoir de place pour quelqu'un comme moi. Je me souviens de la dernière fois que j'ai rencontré une amie, Louisa, qui était toujours à mes côtés. Elle m'a apporté un peu d'espoir et de rire, mais en même temps, je ne pouvais pas me débarrasser du poids de la honte qui me consumait. « Amina, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Nous avons besoin de toi, » dit-elle, la voix tremblante d'inquiétude. J'ai essayé de sourire, mais c'était un sourire forcé, plein de douleur et d'insécurité. « Louisa, je ne veux pas que tu me vois comme ça, » répondis-je en sentant les larmes couler sur mon visage. « Je ne suis plus l'Amina que tu connaissais. » Elle m'a serré fort dans ses bras et je me suis laissé emporter par cet instant de chaleur humaine. « Tu seras toujours l'Amina que je connais, peu importe ce qui se passe. Ne t'isole pas, s'il te plaît. » Mais en moi, le besoin de s'éloigner grandit. L'idée que je pourrais embarrasser Malik, mon fils, en étant malade me consumait. Je ne voulais pas qu'il voie la fragilité que j'essayais de cacher. C'était une lutte constante entre le désir d'être fort et le désespoir qui m'entourait. Malik méritait une mère en bonne santé, pleine de vie et d'amour,
pas une femme qui rampait sur le sol, luttant pour trouver la force d'affronter un autre jour. À mon retour de l'hôpital cet après-midi-là, le poids de la tristesse m'accompagnait. Malik était assis à table, en train de faire ses devoirs, et son regard rencontra le mien. Il sourit, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Ses petites rides entre les sourcils m'ont brisé le cœur. J'avais besoin d'être forte pour lui, mais la vérité était que je m'effondrais. « Salut maman. Comment s'est passé aujourd'hui ?» a-t-il demandé, l'innocence dans sa voix m'a presque fait oublier la douleur. C'était compliqué, fils, répondis-je, essayant d'éviter les détails qui ne feraient que le blesser. Mais je suis là, et c'est ce qui compte. Il se lève et s'approche de moi, m'enveloppant dans une étreinte serrée. Je suis là pour toi chaque fois que tu as besoin de moi. Je l'ai regardé, admirant sa force, et je me suis rappelé à quel point il comptait pour moi. Cependant, dans ce moment de vulnérabilité, l'idée d'écrire une lettre au docteur Laurent m'est venue à l'esprit. J'avais besoin d'exprimer mon indignation, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui vivaient la même situation que moi. Il était temps de préciser que je n'étais pas invisible, que ma douleur était réelle et méritait d'être entendue. Ce soir-là, j'ai sorti mon journal et j'ai commencé à écrire. Les mots coulaient comme une rivière déchaînée, déversant toute ma frustration et ma tristesse. Cher docteur Laurent, ai-je écrit, j'espère qu'un jour vous comprendrez la douleur que vous causez à vos patients. Je suis plus qu'un numéro sur votre liste, je suis une mère, une femme qui aime et qui rêve. Et, je suis avant tout une personne qui mérite le respect. Au fur et à mesure que les mots prenaient forme, j'ai ressenti un soulagement. Je canalisais ma souffrance vers quelque chose qui pourrait être puissant. J'ai décidé que quoi qu'il arrive, cette lettre serait ma voix. Malik est entré dans la pièce et m'a interrompu, l'air curieux de savoir ce que je faisais. « Qu'est-ce que tu écris, maman ?» il a demandé. « C'est juste quelque chose d'important, mon amour, répondis-je en essayant de rester calme. Une façon d'exprimer mes sentiments. Puis-je vous aider ? Suggéra-t-il avec une étincelle dans les yeux. Non, chérie. C'est quelque chose que je dois faire seul. Il hocha la tête, mais l'inquiétude dans ses yeux ne disparut pas. Je savais qu'au fond, il était conscient de ma souffrance, même si j'essayais de la cacher. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai regardé Malik, qui s'était déjà couché, et j'ai murmuré une prière silencieuse. J'avais besoin d'avoir du courage pour affronter mes peurs et la cruelle réalité qui m'entourait. Ce qui allait suivre serait un pas vers la vérité, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui, comme moi, se sentaient invisibles dans un monde qui ignorait souvent leur douleur. La lumière du soleil filtrait timidement à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital, illuminant la scène silencieuse qui se déroulait devant moi. J'étais allongée, sentant mon corps devenir de plus en plus lourd, comme si une ombre s'était posée sur moi. L'odeur du désinfectant mélangée au léger parfum des fleurs que Malik avait apporté. Il était là, à côté de moi, ses grands yeux inquiets fixés sur moi. « Maman, tu dois prendre soin de toi », murmura-t-il d'une voix tremblante et douce. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Que pourrais-je dire pour te réconforter ? La vérité était que je ne savais pas non plus ce que je ferais sans lui. Malik a toujours été la lumière dans mes jours sombres, mais maintenant, dans ce moment de fragilité, l'idée de le laisser impuissant me bouleversait. « Malik, mon amour, commençai-je en essayant de me forcer à sourire. Je serai toujours avec toi, même si tu ne me vois pas. » Il secoua la tête, comme s'il essayait de croire mes paroles, mais l'inquiétude dans ses yeux disait le contraire. Je savais qu'il ressentait la gravité de la situation. Le traitement avait été cruel et je me suis retrouvée de plus en plus éloignée de la femme que j'étais. Les séances de chimiothérapie m'avaient laissée faible et vulnérable, et l'indifférence du docteur Laurent ne faisait que rendre les choses plus difficiles. Ce médecin ne sait pas ce qu'il fait, maman. Je vais lui parler. Malik se leva, sa détermination se manifestant dans chaque mot. Non, mon fils, l'interrompis-je en lui tenant fermement la main. Je ne veux pas que tu te battes. Vous devez vous concentrer sur vous, sur votre vie. Je suis ta mère et je veux que tu sois heureuse. Il m'a regardé et pendant un instant, j'ai vu un mélange de colère et de tristesse dans ses yeux. Il lui était difficile de comprendre que malgré tout l'amour que je ressentais, je menais une bataille intérieure.
Les larmes ont commencé à couler sur mon visage et je n'ai pas pu contenir mon émotion. Je veux juste que tu ailles bien, maman. Je ne veux pas te perdre, dit Malik, la voix brisée. La douleur dans mon âme était insupportable. Comment pourrais-je le quitter? L'idée de ne plus être présente dans sa vie me déchirait. J'ai toujours rêvé de le voir grandir, de l'accompagner dans chaque étape, chaque réalisation. Mais la réalité devenait chaque jour plus oppressante. Malik, tu es fort. Plus fort que moi. Et si un jour je ne suis pas là? Je fis une pause, déglutissant difficilement, tu dois promettre de vivre ta vie pleinement. Fais-le pour nous, fais-le pour moi. Il hocha la tête, mais l'expression de son visage montrait qu'il ne voulait pas accepter cette possibilité. Un silence planait entre nous, lourd comme la douleur elle-même. Le temps passa et la nuit tomba, apportant une obscurité qui semblait envelopper la pièce. J'ai ressenti une faiblesse croissante, comme si chaque respiration devenait un combat. Malik était à mes côtés, les yeux fixés sur moi, mais je savais qu'il perdait espoir. « Maman, tout ira bien, je sais que ça ira, » dit-il en essayant de paraître fort. « Malik, » murmurai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Parfois, la vie nous entraîne sur des chemins que nous ne comprenons pas. Mais je veux que tu saches que je t'aime toujours. Les mots sont sortis avec effort, mais ils étaient vrais. Je l'aimais plus que tout et je voulais qu'il porte cet amour avec lui quoi qu'il arrive. J'ai senti mon cœur se serrer, la vie était sur le point de me prendre et je voulais lui dire au revoir d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Tu dois être heureux, mon fils. Et si un jour je ne suis pas là, souviens-toi que je serai toujours à tes côtés, dans chacun des choix que tu feras. Il m'a regardé et j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. Malik était trop jeune pour porter ce poids, et la douleur que je ressentais en le voyant ainsi était presque insupportable. Je voulais être la mère qu'il méritait, mais la maladie m'emportait. Je te le promets, maman. Je vais vous rendre fière. Sa voix était ferme, mais je sentais la tristesse qu'il essayait de cacher. Un dernier soupir s'échappa de mes lèvres. Le combat touchait à sa fin et j'avais besoin qu'il trouve de la force en lui-même. Malik méritait de vivre une vie bien remplie et je voulais qu'il sache que peu importe la douleur, il y aurait toujours de l'amour. La journée était nuageuse lorsque j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Le soleil semblait avoir oublié d'apparaître, tout comme je me sentais oubliée à cet endroit. Avec la lettre de ma mère tenue fermement dans mes mains, le poids de la responsabilité et de la douleur palpitait dans ma poitrine. Chaque pas que je faisais vers le cabinet du docteur Laurent semblait m'entraîner dans un abîme de souvenirs et de sentiments que je n'arrivais toujours pas à digérer. Quand je suis arrivée, le hall était rempli de visages anonymes, chacun portant son propre fardeau de souffrance. L'anxiété m'a envahi comme un animal piégé, et alors que je regardais la porte du bureau, une vague de colère et de tristesse m'a envahi. Ma mère a toujours dit que la vie était faite de choix et qu'à ce moment-là, je devais choisir si je laisserais la douleur me consumer ou si je trouverais le courage d'affronter l'homme qui avait tant contribué à sa souffrance. Je suis entrée dans le bureau et j'ai trouvé le docteur Laurent assis derrière le bureau, le regard lointain et désintéressé. Il ne m'a pas reconnue tout de suite et cela m'a donné un regain de force. Avec la lettre en main, j'ai pris une profonde inspiration et, avant qu'il puisse me demander ce que je faisais là, j'ai dit « Docteur Laurent, je suis Malik, le fils d'Amina. Elle m'a demandé de vous donner ça. » Il m'a regardé avec une expression mêlée de surprise et d'inconfort, et alors qu'il prenait la lettre, j'ai vu une pointe de culpabilité apparaître dans ses yeux. La lettre était un témoignage du combat de ma mère, de ses espoirs et de ses craintes. Il commença à lire en silence et je vis ses mains trembler légèrement. « Malik, commença-t-il à dire, mais je ne voulais pas entendre ses excuses. Je voulais qu'il ressente le poids de la douleur qu'il causait. Elle a écrit sur la façon dont elle se sentait invisible et méconnue. Il n'a jamais eu la chance de recevoir un traitement décent. Tu ne peux pas simplement ignorer ce que tu lui as fait, dis-je, ma voix se brisant d'émotion. Il continua à lire et la pièce fut enveloppée d'un lourd silence. À chaque mot qu'il absorbait, je voyais son visage changer et l'expression de dédain que je connaissais si bien commençait à s'estomper. Il a finalement levé les yeux et il avait les larmes aux yeux. Je ne savais pas. Je n'avais pas réalisé ce qui se passait. Je pensais que je faisais mon travail, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas écouté ta mère, murmura-t-il, la voix brisée.
C'est ce qui arrive quand on considère les gens comme de simples chiffres, Dr Laurent. Elle n'était pas qu'une patiente. C'était une mère, une femme qui s'est battue pour sa vie. Une vie que tu as négligée. J'ai crié, la colère débordante. Il s'est levé, tenant toujours la lettre, et j'ai réalisé que l'homme devant moi était en train de changer. L'arrogance que je connaissais se dissolvait et, à la place, il y avait un homme confronté à ses propres défauts. Malik, s'il te plaît, laisse-moi arranger les choses. Je veux m'excuser publiquement et réformer le système. Je veux que la mémoire de votre mère soit honorée et que d'autres personnes ne vivent pas ce qu'elle a vécu, a-t-il déclaré, sa voix désormais plus ferme. J'ai quitté le bureau avec des sentiments mitigés. Ce que je voulais, c'était que ma mère soit ici, mais ce que j'avais, c'était une nouvelle détermination. Si le docteur Laurent était prêt à changer, alors je devais aussi faire ma part. Je voulais que les gens connaissent ma mère, son combat et son amour. Ce jour-là, j'ai non seulement remis une lettre, mais aussi un héritage. Un héritage qui transformerait la douleur en espoir, et j'étais déterminée à honorer ma mère de toutes les manières possibles. Le chemin à parcourir était incertain, mais je savais qu'avec sa force en moi, je pourrais relever n'importe quel défi.